Alors j'aurais dû lire l'intitulé, moi, parce que je me suis dit euh, que j'étais censé intervenir sur ce thème des euh, langues et récits, moi qui suis un transmetteur, et pas un décideur, pas un prescripteur. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je me renseigne un peu sur d'autres trucs. Alors, je vais sur Wikipédia et je recherche très ingénument bien culturel, bien immatériel. Et là, je tombe sur pas du tout. Tout contenu qui peut être enregistré sur Internet peut être considéré comme un bien immatériel. Et aussi, dans notre monde fortement numérique, là, les biens immatériels jouent un rôle de plus important dans l'économie. Et je me retrouve donc dans l'économie numérique. Bien immatériel. Et là, je me dis ça, ouais. Là, on est vraiment dans l'hypermodernité, ouais, dans ce récit de la modernité, de la vraie vie, quoi, de la culture. Et donc, je me rabats sur la page patrimoine immatériel. Et là, c'est beaucoup plus calme. On sent qu'on est déjà dans la mort, quoi. On est déjà dans le passé. On est déjà dans ce qui est définitivement ringard aux yeux de tout ce qui a fait la philosophie des Lumières, tout ce qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui maintenant, et jusqu'à vous qui êtes les décideurs, les continuateurs de l'évangélisation des ruraux, des populations aborigènes, des populations arriérées. Et vous êtes toujours là pour continuer à diffuser la bonne parole, la vraie culture, la chose qui va faire des citoyens debout. Et donc je suis très fier de me retrouver devant vous aujourd'hui, moi, le fils de Plouc. Hein. Alors, pour le patrimoine immatériel, donc il y a la liste des domaines dans lesquels le patrimoine immatériel peut se manifester. J'ai trouvé ça sur Wikipédia. Donc, les traditions et les expressions orales, y compris la langue. C'est intéressant ça. Les traditions et expressions orales, y compris la langue, comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales et rituelles, événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Donc les traditions. Hein. Tradition, c'est un mot en France qui veut dire normalement ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages transmis oralement sur un long espace de temps. Alors, on sera au Japon, l'aspect de tradition, il y a quelque chose d'assez, une espèce de ligne droite. Hein. En France, le mot tradition est quand même quasiment un gros mot. Hein. C'est le mot du réac. Hein. On est dans le pétinisme, c'est vrai. Hein. Le Breton tous les Bretons étaient-ils pétainistes? Ça, c'est une vraie question. Alors, d'abord, quand même, pour revenir à ça, à quel titre, moi, je parle je suis un fils de plouc, je suis un fils de paysan. Plouc, pas au vrai sens du terme, puisque le plouc, vous savez bien, pour ceux qui sont extérieurs à la région Bretagne, vous savez que plouc vient de plou, qui veut dire village, hein, c'est ça. Hein, et donc les plous, il y en a des centaines par ici. Donc je suis un fils de paysan vendéen, vivant dans une communauté de paysans vendéens, communauté très serrée. Ma langue maternelle, c'est le poitevin, une langue, une variété d'oïl très imprégnée d'occitan, puisqu'on a parlé occitan jusqu'au XIIe siècle en Poitou. Les premiers troubadours, vous savez, sont à la cour de Poitiers, Guillaume VII de Poitiers. Donc ça vient du Poitou, les troubadours. On a inventé l'Occitanie, si vous voulez, pour les gens qui sont un peu plus du sud. C'est quand même de nous que ça vient. Hein. Alors, bon, après, moi, je suis vendéen. Donc, vous comprenez bien qu'au départ, j'ai un grave handicap. Moi, je vais être éveillé à ma conscience politique à l'âge de 15 ans parce que j'ai envie d'aller racasser la fille du minotier. Qui, elle, est à l'amicale laïque. Moi, je suis un fils de l'école privée, parce que, comme en Bretagne, tous les fils de paysans sont à l'école privée. À l'école privée, donc moi, je fais du théâtre paroissial, et je passe brutalement à l'amicale laïque. Et là, je comprends ma douleur, je suis lapidé des deux côtés, et je vais rester depuis à cheval sur le mur qui va séparer l'amicale laïque de la paroisse.
Et je m'en suis jamais remis. Je suis toujours j'ai du mal à m'intégrer après à une ou deux des communautés. Alors donc là, ma conscience politique vient par un mouvement d'éducation populaire très fort qui s'appelle l'UPCP, Union Poitou-Charentes pour la culture populaire. Un protestant du sud des Deux-Sèvres revient de la guerre d'Algérie, où on l'a envoyé collecter la mémoire, les chants des femmes berbères. Et il revient en disant, on nous fait faire ça pour justifier notre présence coloniale, et nous, on est incapable de faire cet inventaire de notre richesse de culture rurale chez nous. On est au début des années 70, un petit peu avant l'édition du Cheval d'Orgueil de Jacques Azélias, à qui on peut faire un hommage, même si c'est un bigoudin. Faut pas non plus déconner. Hein. Mais Cheval d'Orgueil, écrit en breton, qui fait en même temps, réveille justement l'orgueil et la fierté d'une société rurale qui jusque-là, pour les bienfaits de la modernité et de la révolution industrielle et urbaine, va écrabouiller l'idée du paysan et l'idée que même le paysan soit porteur d'une culture. Donc moi, je vais participer pendant 10 ans à aller collecter des femmes, des hommes, qui sont souvent considérés comme illettrés, ignares, et qui sont porteurs d'une richesse incroyable. Moi, j'ai passé, comme je dis souvent, mes parents étaient au cul des vaches, moi j'ai passé ma jeunesse au cul des vieux. Hein, j'étais enregistré et collecté et quand je prends la parole comme un conteur à l'âge de 25 ans, je le fais dans ma langue et je le fais aussi. Je suis pas un gars de 25 ans, je suis porteur des milliers d'années et des épaisseurs que j'ai collectées pendant cette dizaine d'années. Et je vais m'atteler, moi, à réinventer les contes que j'ai collectés. Parce qu'au départ, je pars avec un handicap. Vous imaginez, je suis vendéen et en plus, je commence comme conteur patoisant. Comment voulez-vous normalement vous faire une place dans l'institution culturelle ? Et je vais y arriver. Et je vais crapahuter pour ça. Mais j'ai tellement fait d'efforts pour ça que j'en suis sorti avec une espèce de grande joie, avec même un dégoût. Voilà. Mais ça serait une autre histoire, on en reparlera un autre jour, si vous voulez. Et ces deux choses, qui sont le conte et la langue pour moi, puisque j'ai toujours utilisé ma langue dans tous mes spectacles. Et un jour, il y a à la sortie d'un spectacle que je faisais à Paris, il y a une femme qui me dit comme ça, mais Yannick, tu ne vas pas continuer avec ce patois sur tes épaules jusqu'à la fin de ta carrière. Tu vas bien passer à autre chose. Avec le talent que tu as, et ce jour-là, je crois qu'elle avait réveillé chez moi quelque chose du domaine de cette honte enfouie, transmise de génération en génération, insidieusement. Toutes nos langues frêles, toutes nos langues dites régionales, toutes ces langues rares sont marquées du sceau de la honte, parce qu'elles ont été imposées avec une violence, avec l'imposition d'un dégoût de soi, d'une dévalorisation, qui sont inscrites dans nos mémoires cellulaires. Et croire qu'aujourd'hui, en France, on peut rebâtir un espace rural sans faire le diagnostic de cette honte portée, de cet héritage malfaisant, on ne pourra jamais. On ne pourra jamais remettre ça à l'endroit. Alors en plus, pour le conte, il y a une autre chose. L'arrêt du conte s'est fait avec l'arrêt des langues régionales. À partir du moment où le français s'impose comme langue mondiale à la fin du XVIIe siècle, toute irrigation de la culture française via ces langues-là devient impossible. Donc l'arrêt de l'oralité en France s'est fait à partir de la fin du XVIIe. Donc les contes sont considérés de toute façon comme un truc de l'arrière-monde, de l'arrière-temps, de l'arrière-pensée. Toute irrigation culturelle du conte s'est faite par le biais de l'écrit. C'est pas pour rien si aujourd'hui le conte renaît, n'existe que par les médiathèques, que par l'écrit. C'est ça le paradoxe absolu. L'oralité n'a pas de place dans nos territoires. Et pourtant, on a des territoires qui sont autres. Moi, je suis allé beaucoup à La Réunion. Quand on voit l'impossibilité de transmettre l'oralité,
Et le dégoût de soi, même le créole aujourd'hui à La Réunion est parlé par 85% des gamins. 85% qui arrivent à l'école maternelle parlent le créole. Quand ils disent un mot en créole, maintenant ils ont le droit. Mais on leur dit quand même, redis-le bien. Quelle est cette chose qui va faire que dans ta tête, tes petites bombes à fragmentation vont s'installer jusqu'à la fin de tes jours pour te dire, redis-le bien. J'ai un gendre qui est réunionnais qui me dit, ben oui, le créole, c'est à la maison. C'est pas fait pour autre chose. Quand je parle à mon copain alsacien, je dis, mais tes parents parlent alsacien? Oui, oui. Toi, tu l'as appris? Non, non, parce que nous, les jeunes, là, c'est... c'est les langues de plouc, quoi. Alors, la transmission des langues, forcément, qu'en plus, elle est totalement détachée de la culture. Quand je parlais, moi, régulièrement de la création en langue à des directeurs de théâtre, en Occitanie, par exemple, c'est incroyable. L'opposition, ouais, tu comprends, le conseil régional finance les langues régionales, mais nous, tu vois, on est obligé de se fader les créations en langue régionale. Le mépris des évangélistes qui sont à la tête des institutions et qui sont les porteurs toujours de cette excellence française, de cette chose qui... cette merveille de langue française qui a été la langue mondiale jusqu'à la moitié du XXe siècle, et on en porte encore cette espèce de nostalgie de cette grandeur perdue. Alors voilà, pour la transmission des patrimoines immatériels, des langues et des récits, on n'est pas sorti de l'auberge. Les langues, dans quel état elles sont? Alors, puis comment faire? On peut toujours prévoir tous les dispositifs possibles. Si on ne change pas profondément le rapport de soi à soi de ces langues, c'est-à-dire l'estime de soi à travers les langues, comment arriver à redonner de l'appétence? Moi, quand j'ai commencé, avant de devenir professionnel sur scène, j'ai passé pas mal de temps en Irlande, dans le Connemara. J'y allais pour voir si, justement, la singularité culturelle pouvait avoir une incidence sur le développement local. On était en début des années 80, avant la grande révolution irlandaise, donc on était au temps où c'était le Portugal, quoi. C'était le Portugal au nord, avec des petits ânes partout, et le dégoût des jeunes Irlandais pour leur propre langue, alors que le gaélique était langue officielle, mais pour eux, c'était la langue des perdants. La langue des perdants. Comme raconte très bien, comment s'appelait la chef et opératrice de Lanzmann, qui avait fait Shoah, Syrie, qui a fait toute une série de documentaires sur la langue, disant à quel point en Israël, l'yiddish n'était pas parlé, parce que c'était la langue des détruits, que les descendants les Ashkénazes préféraient parler allemand, qui était la langue de culture, plutôt que le yiddish, qui était la langue de la destruction. La langue, c'est notre intimité profonde. C'est pour ça que je réagissais en disant, y compris les langues. La langue, c'est le porteur. C'est le porteur de la vision du monde, c'est le porteur de la sagesse, c'est le porteur de l'ingénion, de la malice. Quand on arrête la transmission d'une langue, on n'arrête pas que des mots. On arrête une vision du monde. On arrête une intelligence du monde. Et nos milieux ruraux sont devenus déculturés complètement quand on a arrêté la transmission des langues. On en a fait des gens qui annonnaient le français, comme aujourd'hui nos immigrés. Quand on ne s'appuie pas sur la richesse première d'un individu pour construire son identité profonde, on en fera un esclave, on en fera un affidé, on n'en fera pas un être émancipé. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé dans les contes ou dans la langue, c'est les outils d'émancipation de l'individu. Il n'y a que ça qui peut m'intéresser. Et aujourd'hui, dans notre rapport à la langue unique, parce que deux des piliers du citoyen français, c'est vraiment mémoire positive de la Révolution française et français langue unique. Impossible. C'est, quand il y a eu la proposition de loi Molac sur les langues, moi je me suis retrouvé en face de Aurore Berger. Quelle joie d'avoir dans notre République des représentants aussi affinés. Et qui m'a bien confirmé que c'était bien pour
le recours au Conseil constitutionnel était pour détricoter cette proposition de loi, puisque c'était la langue unique, le pilier de la République. C'était impossible d'avoir d'autres langues. On devrait tous être bigames. Celui-là, il est bien. Ah ouais, alors là, celui-là, je me le mets en bouche. Ouais, c'est enregistré. Oh, non, on devrait tous être bilingues en français, c'est sûr. On a une telle diversité linguistique dans ce territoire français, et on a éradiqué les langues avec une telle violence à partir de l'école de 1880, Troisième République. Hein, il y a eu une telle violence, une telle honte de soi. Quand même, vous avez tous lu ces choses sur la... Hein, quand on disait à des gamins d'aller laver les chiottes puisqu'ils avaient la goule sale, laver les chiottes avec leur bouche, parce qu'ils avaient une langue sale. On a dit des choses qui étaient... on a fait des choses pour l'éradication de ces langues qui ont été absolument ahurissantes. Et on est toujours aujourd'hui dans une vision du français comme langue unique. Ah ben non, c'est le ministère qui vous appelle. Ouais. Et donc, ça ne concerne pas que nos territoires. Bien sûr que ça concerne aussi, comme je le disais tout à l'heure, nos immigrés, c'est-à-dire les gens qui arrivent sur notre territoire. Moi, j'ai travaillé sur une découverte scientifique avec un même protocole un peu partout dans le monde. On a mis en évidence que dans une langue seconde, la morale l'éthique est beaucoup plus fragile que dans une langue première, que dans la langue maternelle. C'est-à-dire que voilà, on a mis des électrodes sur la tête de gens et on leur pose la question, d'abord dans leur langue maternelle, et toi que tu as vu tuer ta voisine de serre? Oh ben non, il aime bien ma voisine, il n'a pas envie de la tuer. Et puis après, dans une langue seconde, do you want to kill your neighbor tonight? Yes, indeed! Donc, moralité, quand vous voulez tuer un voisin, tuez-le dans une langue apprise, ça sera beaucoup plus facile. Mais ça rejoint malgré tout, au-delà de l'anecdote, le fait que vous voyez bien que l'intégration des gamins sur un territoire, quand on croit que leur faire ânonner une langue sera plus facile pour leur donner le tampon de la citoyenneté, alors que s'appuyer sur leur richesse première, c'est un endroit pour s'appuyer qui est extraordinaire, quoi. Hein, là-dessus, j'ai pas mal échangé avec Toby Nathan. Vous savez, ethnopsychiatre, un des mecs importants en France de ça, qui dit à quel point son travail de thérapeute consiste seulement à écouter des gens, parce que son travail, lui, d'ethnopsychiatre, c'est de travailler sur des gens qui ont des pathologies psychiatriques, des gens d'origine étrangère. Il dit 90% de son travail, c'est d'écouter des gens qui n'ont aucun endroit pour déposer leur richesse, dire qu'ils sont porteurs d'une richesse, d'une culture, d'un savoir. Et donc la prise en compte des langues va bien au-delà de la transmission du patrimoine immatériel. C'est de la vie, c'est pas de la mort. D'abord, pour mettre en paix toute une des générations qui aujourd'hui croient cette débat, mais je pense que les populations du milieu rural, et même si le milieu rural n'existe plus en France, puisque l'urbanité a pris toute la place, je pense qu'il y a encore un héritage très profond de cette honte et de cette dévalorisation de soi qui a besoin d'être nettoyée avant de pouvoir passer à autre chose. Et ensuite, sur l'accueil des gens de l'extérieur, la langue est un élément fondamental. Et tant que vous, décideurs, vous verrez la langue comme un truc un peu ringard ou un truc un peu d'espèce de fascination pour le terroir, alors que vous êtes porteur de ces émergences, de nouvelles pratiques. Et par rapport au conte, bien sûr, le conte, pour moi, c'est aussi bien sûr une autre richesse absolument fondamentale.
tout pays qui n'a plus de récit dans son ciel n'est pas capable de se penser un avenir. Tout territoire a besoin d'être légendarisé. Tout territoire a besoin d'avoir un récit de lui-même. Et la capacité aujourd'hui du storytelling des entreprises ou des politiques est absolument incroyable. Les séquences narratives s'enchaînent chaque jour autour de nous. Nous baignons dans un bain de storytelling, mais on est incapable de comprendre la puissance de feu des conteurs qui sont effectivement dans un espace culturel un peu contraint. Peut-être qu'on n'a pas été capable de définir et de mettre en avant la puissance de feu que peut avoir le conte. Et peut-être qu'on n'est encore pas capable bien sûr, on est dans une... Il y a une dame qui s'appelle Marie-Louise von Franz, qui a beaucoup travaillé sur le conte, et qui parle des contes comme d'espèces de vagues, comme ça, et les vagues civilisatrices. Et en général, toute religion est un agglomérat de mythologies qui, à un moment donné, sont récupérées, réécrites, pour arriver à former un ensemble cohérent. Et quand ça se désagrège, ça devient des contes un peu épars, comme ça. J'aime assez cette théorie-là, qui dit, on est à la fin, vraiment. On est à la fin, on est dans un éclatement absolument impossible. On est dans la fin des éléments civilisateurs, on n'a plus que des morceaux épars de contes comme ça qui ne semblent pas avoir beaucoup d'intérêt. Et pourtant, je pense que, pour moi, les contes, ce sont des petits logiciels de nos vies. Dans ce travail du sous-sol que font les histoires, ils travaillent dans nos inconscients d'une manière qui... C'est pour ça d'ailleurs que les communicants aiment tellement les histoires. L'histoire, par principe, passe le filtre de la raison pour arriver à toucher l'émotion pure. Et quand on travaille l'émotion directement, forcément, hein, on arrive aussi à une démocratie émotionnelle, on arrive à toutes ces notions-là, parce qu'on sait très bien qu'en empêchant les gens de réfléchir, on touche des endroits d'eux qui sont beaucoup plus manipulables. Mais on peut le faire aussi dans le bon sens. On peut aussi le faire dans le bon sens. Et c'est pour ça que le conte, les mythologies, ont cette fonction d'éducation populaire absolument extraordinaire, parce que c'est un élément qui n'a pas besoin des codes théâtraux. Le conte est un art complet, qui est un art vraiment rassembleur, qui est un art populaire, facile d'accessible, très accessible, qui peut aller dans n'importe quel endroit, pas forcément le cul des médiathèques. je le dis avec beaucoup de respect, mais je suis très admiratif de votre travail à Plouer, mais vraiment, je pense que il y a un petit mépris sur le conte et les conteurs, que je peux comprendre, parce qu'il y a plein de petites épiceries de la médiathèque, les petites épiceries, les petits épiciers de la médiathèque, les conteurs qui vont faire le petit machin, la transmission des contes amérindiens, comme si en plus on pouvait raconter des histoires avec des codes culturels aussi puissants, comme ça, juste en superficialité. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, il me reste plus de temps, hein, donc c'est fini, hein, 2 minutes, non, terminé, fini. Bon, donc je vous laisse, on peut en causer si vous voulez, bien sûr, je suis à votre disposition.